les débuts d'un autre écrivain. J'ai grandi à Bombay, en Inde. Mes parents ne lisaient pas beaucoup de romans, bien que mon père fût très ferré en matière de poésie ourdou. Et quand il se retrouvait le soir au milieu de ses amis, il récitait très volontiers des vers d'Hafiz, Khalid et Fez. Mes parents étaient pourtant l'un et l'autre d'excellents conteurs. C'est ce que je raconte dans mon essai autobiographique que Joseph Anton, qui, je dois vous en avertir, est écrit à la troisième personne pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Quand il était petit garçon, son père, à l'heure du coucher, lui racontait les grands contes merveilleux de l'Orient. Il les racontait et les re-racontait, les recréait et les réinventait à sa manière. Grandir, baigné de toutes ces histoires, revenait à apprendre deux leçons inoubliables. D'abord, que les histoires ne sont pas vraies. Il n'existe pas, en réalité, de génie dans les bouteilles, de tapis volants ou de lampes enchantées. Mais que, tout en étant infidèle à la réalité, elle pouvait lui faire sentir et connaître des vérités que la vérité même ne pouvait lui apprendre. Et ensuite, qu'elles lui appartenaient toutes, comme elles appartenaient à son père, à Nice, et à tout le monde. C'étaient les siennes, tout comme celles de son père, les histoires brillantes ou sombres, sacrées ou profanes. Il pouvait les transformer, les renouveler, les abandonner ou les reprendre ensuite quand ça lui plaisait. Il pouvait en rire ou s'en réjouir et vivre en elle, avec elle, grâce à elle. Il pouvait donner vie aux histoires en les aimant ou obtenir d'elles la vie en retour. L'histoire était un bien qui lui appartenait de naissance et personne ne pouvait le lui retirer. Sa mère, Negin, avait elle aussi des histoires à lui raconter. Negin Rushdie s'appelait de son nom de jeune fille Zora Butt. Quand elle avait épousé Anis, elle avait changé non seulement de nom de famille, mais aussi de prénom, se réinventant pour lui, abandonnant derrière elle la Zora à laquelle il ne voulait pas penser, celle qui avait été si amoureuse d'un autre homme. Qui était-elle au plus profond d'elle-même? Zora ou Negin? Son fils ne le sut jamais, car elle ne lui parla jamais de l'homme qu'elle avait laissé derrière elle, préférant toujours égrener les secrets de tous les autres et jamais les siens. Elle était la reine des potins. Et assis sur son lit, lui tenant les pieds de la manière qu'elle aimait, lui, son aîné et unique garçon, s'abreuvait des nouvelles locales délicieuses et parfois salaces qu'elle avait en tête. La gigantesque forêt pleine de branches entrelacées des arbres familiaux, relevés parfois par le fruit juteux du scandale. Et ses secrets aussi. Il s'en aperçut bientôt. Il lui appartenait. Car une fois qu'un secret avait été révélé, il n'appartenait plus à elle qui lui avait dit,
mais à lui, qu'il avait reçu. Si vous ne voulez pas qu'un secret soit dévoilé, il n'y a qu'une seule règle. Ne le dites à personne. Cette règle aussi lui sera utile plus tard dans la vie, dans sa vie d'adulte devenu écrivain. Sa mère lui disait « Je vais arrêter de te raconter des histoires parce que tu les mets dans tes livres et cela m'attire des ennuis. » C'était la vérité. Et peut-être aurait-elle été bien avisée de s'arrêter, mais les potins pour elle étaient une drogue. Et elle n'aurait pu s'en passer. Pas plus que son mari, le père de son fils, n'aurait pu arrêter de boire. C'était donc une sorte de commencement à un garçon au pied de ses parents, écoutant, apprenant. Mes parents m'ont dit, et l'un et l'autre, que lorsque leurs amis me demandaient ce que je voulais faire quand je serais grand, je répondais que je voulais être écrivain. Je n'en garde aucun souvenir, mais puisque mes parents affirment que je l'ai dit, cela doit être vrai. Je me suis demandé ce que ce petit bonhomme de 6 ou 7 ans pouvait bien vouloir dire par cette étrange remarque, et je suis parvenu à la conclusion que ce qu'il disait en réalité, c'est qu'il aimait lire et rêvait de faire partie un jour de ce monde qu'il aimait, le monde des livres. Mais vouloir devenir écrivain et être écrivain, ce n'est pas la même chose. Et dans mon cas, le parcours entre le désir et la réalisation n'a pas été de tout repos. Mon cheminement a été lent et le chemin semé d'ornières. Je lisais beaucoup et pas toujours avec discernement, rapportant en douce des bandes dessinées dans ma chambre en pensant que mes parents ne le savaient pas. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman entrèrent dans ma vie quand j'étais très jeune. Et au rayon des livres de poche de la bibliothèque, un endroit au nom merveilleux de Scandal Point, près de la maison, je pouvais emprunter, contre un peu d'argent de poche, des livres aux titres remplis d'allitération, Le cas du canard qui se noie, Jeu de jambes, d'Earl Stanley Gardner, racontant les exploits du grand défenseur de la loi Perry Mason et les innombrables défaites de son informateur adversaire, le procureur Hamilton Burger, qui portait un nom de fast-food, mais réfléchissait et s'exprimait avec lenteur. Un des mystères tenaces de cette mystérieuse affaire criminelle était de savoir comment, après tant d'échecs, Hamburger parvenait à garder son poste. On m'a dit, mais je ne sais absolument pas si c'est vrai, qu'Earl Stanley Gardner avait 3 caravanes garées sur sa pelouse, avec dans chacune d'elles une secrétaire, et qu'il passait ses journées à dicter 3 histoires différentes de Perry Mason à ses 3 assistantes. Il avait l'imagination assez fertile pour occuper les 3 dames à plein temps. Enfin, me disais-je, voilà une destinée littéraire qui fait rêver.
Au pied de la petite colline dans le district de Beach Candy à Bombay, où j'ai grandi, il y avait une librairie magique, le paradis du lecteur, dans laquelle j'ai passé bien des heures parmi les plus heureuses de mon enfance. Les livres anglais pour enfants que j'y ai trouvés, ceux qui avaient fait le voyage jusqu'en Inde, comprenaient Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir, qui m'ont fait si forte impression qu'aujourd'hui encore, je suis capable de réciter le poème Jabberwocky. 'Twas brillig on the slighty toves, did guide and gimbaled the web. All Minzy where the Borough Grove, and the morass outgrabe. Beware the Jabberwock, my son, the toes that bite and the claws that catch. Beware the chip-chip bird, and shun the famous Bandersnatch. On n'y trouvait pas Winnie l'ourson, ce qui était bien dommage. Il y avait une série de livres connus collectivement sous le titre du premier tome, Hirondelle et Amazone, à propos de deux familles d'enfants et de leurs aventures à bord d'un petit voilier sur un lac dont on ne donnait pas le nom dans le Lake District en Grande-Bretagne. Ces livres m'ont fasciné, tout comme Huckleberry Finn, à cause de la grande liberté personnelle dont jouissaient les enfants qui semblaient autorisés à vagabonder un peu partout, à peine surveillés par les adultes. Pour le jeune garçon de Bombay, une telle liberté débridée semblait plus fantastique que tout ce qu'Alice trouvait au fond du terrier du lapin, et l'Angleterre prenait les allures d'un pays attrayant. Je devais avoir environ 10 ans lorsque j'ai vu pour la première fois le film Le Magicien d'Oz. Et il m'a laissé une impression si profonde que, rentré à la maison, j'ai écrit une histoire, ma première, je crois, intitulée « De l'autre côté de l'arc-en-ciel » sur un garçon comme moi, dans une ville comme Bombay, qui découvre un jour, non pas le point de chute de l'arc-en-ciel, mais son point de départ. Un grand arc-en-ciel très large et très haut dont la courbe s'élève très loin au-dessus de lui. À partir du trottoir où il se tient, des marches bien utiles sont taillées pour permettre aux garçons de l'escalader et de passer de l'autre côté. Sur l'arc-en-ciel, il rencontre diverses créatures fantastiques dont l'identité m'échappe à présent, cela vaut peut-être mieux. Il n'y en a qu'une que je me rappelle très bien, c'était un pianola parlant. Quand mon père lut cette histoire, il l'emporta, la fit dactylographier par sa secrétaire et annonça qu'il allait la conserver pour qu'elle ne soit pas égarée. Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux enfants. Et puis il la perdit. Et une des morales les plus évidentes de cette histoire, ce sont les adultes à qui on ne peut pas faire confiance. Il y a un autre souvenir littéraire de mon enfance qui m'irrite encore, et même davantage que le fait que mon père ait égaré ma première œuvre de fiction. J'étais devenu, peut-être pour avoir lu Édouard Lear, un passionné des limericks,
Mon préféré était le méta-limerick sur le vieux japonais. Il était un vieux japonais, aux limericks toujours imparfaits. Quand on lui demandait pourquoi, il soupirait, disait « Ma foi, voyez-vous, j'essaye bien des fois, et dans le dernier vers, je mets le plus de mots que je connais. » Il arriva qu'un jour, lors d'un cours d'anglais à Cathedral School, le professeur nous demanda de composer le plus de limericks possible en l'espace de 20 minutes. Je ne me sentais plus de joie et en inventais, si ma mémoire est bonne, plus d'une douzaine, pendant que mes camarades peinaient à en trouver un ou deux. Je n'en ai retenu qu'un seul. À un vieillard, on demanda « Peux-tu marcher la tête en bas ?» Il répondit « Oui, je le peux. » Alors ils dirent « Vas-y, fais-le. » Il le fit donc et décéda. Un peu macabre. Un peu trop inspiré de Lewis Carroll, je le reconnais. Mais à ma décharge, je n'avais que 12 ans. Et la scansion était juste. À la fin du cours, je rendis tout fier mon travail et fus immédiatement accusé d'avoir triché. Il était impossible que j'aie réussi à en écrire autant, je devais les avoir recopiés. L'injustice manifeste de cette remarque me reste encore au travers de la gorge. Recopier sur quoi? Comment aurais-je pu savoir qu'on allait nous proposer cet exercice? Cela m'a furieusement donné envie de prouver qu'en réalité, je n'étais pas trop mauvais en matière d'écriture. C'est ce que j'essaye toujours de prouver, je suppose. Les romans de Samuel Beckett. À mes yeux, Samuel Beckett a toujours été un romancier avant d'être un dramaturge. Mais je veux bien admettre que mon opinion est peut-être tout simplement la conséquence de ma propre chronologie beckettienne. J'ai lu les romans de Beckett avant d'avoir vu une seule de ses pièces. Aussi, lorsque j'ai rencontré les vagabonds existentialistes de Godot, Didi et Gogo, je les ai vus à travers le prisme, si je puis dire, de leurs comparses en prose, et j'ai immédiatement deviné que le Godot qu'ils attendaient, c'était la mort. Puisque la mort est le grand épouvantail auquel sont confrontés bien des personnages des romans. En 1966, je n'avais pas encore tout à fait 19 ans et à l'époque, la mort et moi n'étions que de vagues connaissances. C'est-à-dire que j'avais déjà eu l'occasion de voir la mort de loin, mais nous n'avions pas été présentés en bonne et due forme.
La mort, comme on pourrait dire, n'était pour moi à l'époque qu'un simple mot. Je n'avais pas encore procédé à la toilette mortuaire du cadavre lourd et trapu de mon père, ni fait mes adieux au cadavre à la bouche ouverte de la première femme que j'ai aimée, ni pleurer des larmes de rage lorsqu'on m'a refusé, en raison des circonstances, le droit de me tenir devant la tombe de ma mère. Par conséquent, je me sentais toujours immortel, et les immortels se comportent différemment quand il s'agit de la mort, parce qu'ils se savent immunisés contre cette étrange affliction incurable. Ainsi, lorsque jeune homme, j'ai découvert ces textes qui parlent avec une telle intensité de la question de notre fin à tous. Ce que Henry James a appelé la chose distinguée, mais qui, chez Beckett, est toujours sordidement banale. Une histoire sombre et lamentable, faite de flatulence, d'impuissance et d'humiliation. J'ai toujours considéré ces livres avec leur façon de lancer de longs blocs de prose indifférenciés au visage de la mort comme essentiellement fabuleux. Des histoires fantastiques racontées par la voix d'antiques fantômes. Je les ai lus, en somme, comme des comédies. Et c'est vrai, ce sont des comédies, mais pas de la sorte que j'imaginais alors. Elles sont plus sombres et en effet héroïques, car toute cette comédie se moque des héros, sème la pagaille dans leurs affaires et leur envoie des tartes à la crème au visage. Pourtant, dans la comédie de ces personnages brisés, maladroits, persiste un vieux parfum d'héroïsme. De cela, quand j'avais encore le jugement peu formé, je ne m'en suis aperçu qu'à moitié, quand je n'ai pas complètement échoué à le comprendre. Pourtant, en ne réagissant pas par la tristesse à une œuvre qui s'en revêt comme d'une chemise favorite jamais lavée, j'avais tout de même à moitié raison au bout du compte. Lire ces livres revient à devoir répondre rapidement à l'avance à la question de la difficulté, car il n'y a pas moyen de l'éviter. Il s'agit de livres difficiles. Une migraine après leur lecture ne serait pas, ou pas dans tous les cas, une réaction inappropriée. Mais il faudrait ajouter en toute honnêteté qu'il y a des migraines qui valent la peine. Des migraines qu'on oublie. En échange de ce qu'on a acquis de précieux, et la migraine beckettienne est un martèlement qui relève de ce genre d'échange. La réponse à la difficulté est: laissez-vous aller. Abandonnez-vous au texte, et il va s'ouvrir comme une fleur miteuse, mais rare. Cessez de vous interroger sur ce qui est absent et vous allez commencer à découvrir ce qui est présent. C'est
dans la tranquillité de la décomposition, que je me rappelle la longue émotion confuse que fut ma vie, écrit Molloy, et que je la juge, comme il a été dit que Dieu me jugera, et avec autant d'impertinence. Un écrivain, Samuel Beckett, pas Molloy, ou Beckett en tant que Molloy, ou Beckett atteignant à travers Molloy quelque chose qui n'est ni Beckett ni Molloy, atteint l'impossible, à savoir écrire sur la mort, sur la fin des fins. Le point final qui met un terme au futur, aussi bien qu'à tous les autres temps, l'imparfait, le subjonctif présent, l'indicatif présent, le plus que parfait. Et cela en se servant de l'outil, non de la prophétie, mais de la mémoire. Se rappeler, non seulement ce qui s'est produit, la longue émotion confuse, mais aussi ce qui ne s'est pas produit, la chose dont aucun être humain ne peut conserver le souvenir, puisque la chose en elle-même met un terme à la mémoire, c'est affirmer la primauté de la vie sur la mort. Car la mémoire est cet outil grâce auquel les humains apprennent à se connaître et s'oublier, à se comprendre ou à se tromper sur leur compte. Aussi, quel meilleur outil que celui-là à lancer comme une arme contre la mort, tout en sachant qu'il ne convient pas, en sachant qu'elle est inexorable, en le sachant et en ne renonçant pas, ou pas encore, ou pas tout à fait, pas avant d'avoir encore prononcé quelques mots, pas avant que la mémoire ait parlé comme l'artiste, aussi bien Beckett que Nabokov le recommande et l'exige. C'est pourquoi il est possible d'affirmer, et je l'affirme ici, je mobilise tous mes pouvoirs d'assertion pour proclamer que cette affirmation, que ces livres qui parlent ostensiblement de la mort sont en fait des livres sur la vie. La longue bataille de la vie contre son ombre. La vie saisie vers le combat avec son lot de cicatrices, mais la vie tout de même. La vie dont on se souvient, putride, banale, mais qui compte plus que tout. La vie comme paradoxe, où chaque jugement est contredit par le suivant. La vie comme contradiction. La vie s'effaçant elle-même. Molloy, Malone et l'innommable font face à la mort, mais ce sont des êtres vivants. Les affres sont mon seul problème, se dit Malone en se mettant lui-même en garde. Je dois rester sur mes gardes contre les affres. Mais même lorsque le danger de ces affres s'accroît, il trouve qu'il a encore des histoires à raconter. Une sur un homme, une autre sur une femme, une troisième sur une chose quelconque, et enfin une sur un animal, conscient qu'ils font tous partie de sa propre histoire. Quel ennui, s'écrie-t-il, je me demande si je ne suis pas encore en train de parler de moi. J'ai perdu ma canne, dit Malone, c'est l'événement le plus important de la journée. En ce temps-là, les beaux jours de Beckett, respirer est un événement exceptionnel. Penser aussi. Et au dernier moment,
où quand on s'en approche, il y a le moi qui cesse d'imaginer le sans nom, l'innommé, l'innommable moi. C'est Murphy, Molloy et autres Malone, je n'en suis pas dupe, est-il dit. Ils m'ont fait perdre mon temps, rater ma peine en me permettant de parler d'eux quand il fallait parler seulement de moi afin de pouvoir me taire. Il n'y a personne ici que moi, est-il dit. Moi, dont je ne sais rien. Et c'est cela finalement le grand sujet de ce grand écrivain, le moi dont il ne sait rien. Le moi qui se trouve sous le chapeau de Malone, ou le pardessus de Molloy, ou le costume de Murphy, même s'il lui est arrivé de les user tous les trois. Le moi qui se fiche des restaurants et des tavernes, même s'il a fréquenté ce genre d'endroit à une certaine époque. C'est peut-être ça que je suis. La chose qui divise le monde en deux. D'un côté l'extérieur, de l'autre l'intérieur, qui peut être aussi fine qu'une feuille. Je ne suis ni d'un côté ni de l'autre, je suis au milieu. Je suis la ligne de partage. C'est la chose qui parle. Un homme qui parle magnifiquement l'anglais décide de s'exprimer en français, qu'il parle avec beaucoup de difficultés, de sorte qu'il est obligé de choisir ses mots avec grand soin, forcé de renoncer à l'aisance et de trouver les mots difficiles qui lui viennent avec difficulté. Et après les avoir trouvés, il remet le tout en anglais, un nouvel anglais qui contient toutes les difficultés du français, un nouvel anglais doté du pouvoir de changer l'anglais à jamais. Voilà Samuel Beckett, voilà son grand œuvre, il est la chose qui parle. Laissez-vous aller. Un chapitre intitulé « Pandémie », mon expérience personnelle du coronavirus. Le 9 mars 2020, mon éditrice Robin Desser
est venu chez moi pour me faire part de ses commentaires sur la relecture du manuscrit de ce livre. Le monde à ce moment-là était encore normal. Mais mon instinct me disait qu'il ne le resterait pas très longtemps. J'avais réservé un vol pour Londres afin d'aller voir ma famille 3 jours plus tard, le 12 mars, pendant les vacances de printemps de la New York University. Après le départ de Robin, j'ai annulé mon vol pour Londres. Je n'avais pas vu mes fils depuis Noël, mais ils admirent que c'était une sage décision. Une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir de la fièvre et il devint rapidement évident que j'avais contracté le coronavirus. J'avais 72 ans, j'étais asthmatique, ce qui faisait de moi une cible de choix. Le 16 mars est le lendemain des Ides de mars, mais bon, je ne suis pas Jules César. Pendant les 2 semaines suivantes et au-delà, je me suis senti assommé, je toussais et ma fièvre jouait aux montagnes russes, grimpant jusqu'à 39,7 avant de retomber à la normale. Et juste au moment où je pensais aller mieux, remontant en flèche, c'était démoralisant, mais j'ai eu de la chance. La maladie n'a jamais atteint mes poumons. Mon excellent généraliste prenait contact avec moi presque tous les jours. J'ai bien conscience d'être un privilégié, d'avoir eu un tel médecin et une bonne assurance maladie. Chaque fois, il me demandait si j'avais la poitrine oppressée, le souffle court, et quand je lui répondais que je n'éprouvais aucun de ces symptômes, il me disait que dans ce cas, ma vie n'était pas en danger et que je devais éviter d'aller à l'hôpital, rester chez moi, garder le lit, prendre du Tylenol et du sirop contre la toux, et selon ses propres termes, tenir bon. Je ne sais pas à quel point j'ai tenu bon, je n'ai jamais été un patient facile. Un mauvais rhume fait de moi une épave grincheuse et irascible. Par chance, j'avais une compagne extrêmement attentionnée pour prendre soin de moi. Elle aussi a contracté la maladie, mais a réussi, je ne sais pas comment, à s'en débarrasser en quelques jours. Moi, il m'en a fallu 17. Depuis ce temps-là, j'en suis arrivé à comprendre à quel point j'ai eu de la chance. J'ai assisté, avec une horreur et un chagrin croissant, à l'augmentation du nombre de morts. J'ai vu comment un nombre encore plus important de personnes endeuillées, d'orphelins, de proches des morts se sont battus pour pouvoir accepter de telles fins, alors que les mourants, dans leurs derniers instants, ne pouvaient être réconfortés par ceux qu'ils aimaient et que les vivants se voyaient refuser le douloureux point final d'une cérémonie funéraire. John Prine est mort. Il avait 1 an de plus que moi. J'ai toujours aimé sa musique. Depuis son tout premier disque, en 1971. Mon ami, le légendaire producteur de musique Hal Willner, est mort. La mère d'un ami est morte. Le père d'un autre ami est mort. Mais il y a aussi des amis qui sont parvenus à se débarrasser de la chose, des écrivains, des éditeurs, des photographes, des restaurateurs, je le sais, ont survécu. Ma vieille copine, Marianne Faithfull, a réussi à vaincre le virus dans un hôpital londonien, en dépit de son passé médical mouvementé. Chaque jour apportait de mauvaises nouvelles et parfois quelques bonnes. Les chiffres horribles ne cessaient de grimper et la pression ne cessait de s'accroître sur le système de santé déjà branlant. Dans son célèbre ouvrage « La maladie comme métaphore », Susan Sontag dit « Mon propos, c'est que la maladie n'est pas une métaphore.
Et l'attitude la plus honnête qu'on puisse avoir à son égard consiste à l'épurer de la métaphore, à résister à la contamination qui l'accompagne, tandis que la pandémie faisait rage, bien des gens n'ont pas suivi son conseil. Des voix, parmi lesquelles un porte-parole de Daesh, le catcheur Hulk Hogan, un pasteur conservateur de Floride du nom de Rick Rice, ont déclaré que le virus était un châtiment de Dieu. D'autres voix plus vertes, celles-là, ont suggéré que c'était la revanche que la nature prenait sur la race humaine, même si, pour être honnête, des voix bien plus fortes nous ont mis en garde contre le fait d'anthropomorphiser Mère Nature. La vieille idée est venue de la science-fiction selon laquelle la race humaine et le virus dont la Terre essaie de guérir a connu aussi une certaine faveur dans les médias. Des hommes politiques ont présenté la pandémie comme une guerre. Rien de tout cela m'a intéressé, ni le blabla sur le châtiment divin ou terrestre, ni le rêve d'un avenir meilleur. Bien des gens ont pensé que de cette horreur sortirait quelque bien, qu'en tant qu'espèce, nous allions en tirer quelques sages leçons pour émerger du cocon du confinement sous la forme de splendides papillons New Age et créer des sociétés plus chaleureuses, plus apaisées, moins avides, plus soucieuses de l'environnement, moins racistes, moins capitalistes, plus ouvertes. Cela me semble toujours une sorte d'utopie. Le coronavirus ne m'a pas frappé pour m'annoncer l'arrivée du socialisme. Les structures de pouvoir au niveau mondial et ceux qui en tirent avantage n'allaient pas facilement céder la place à un nouvel idéalisme. Je ne peux m'empêcher de trouver étrange ce besoin que nous avons d'imaginer que du mal émerge le bien. L'Europe, à l'époque de la peste noire et plus tard Londres pendant la grande peste, n'était pas pleine de gens qui s'efforçaient de voir l'aspect positif des choses. Ils étaient bien trop occupés à essayer de ne pas mourir. Comme le personnage d'Eric Idle dans Spamalot, la comédie musicale tirée de Monty Python Sacré Graal, la seule chose à fêter était de ne pas être mort. Je ne suis pas mort. Je chante et je danse. Je ne suis pas mort. Je peux exécuter la Highland Fling. Je ne suis pas mort. Pas la peine d'aller au lit. Je ne suis pas mort. Pas besoin d'appeler le médecin, car je ne suis pas mort. Ce n'est pas par hasard que nous sommes l'espèce dominante sur cette planète. Nous avons de grands talents pour survivre. Et nous survivrons. Mais je doute qu'une révolution sociale fasse suite aux leçons tirées de la pandémie. Mais oui, bien sûr, on peut espérer que les choses s'améliorent et se battre pour y arriver. Et peut-être que nos enfants feront-ils ce monde meilleur. Un des aspects tragiques de la crise que nous vivons, c'est que nous sommes affligés dans de nombreux pays. À commencer par les trois qui me sont les plus chers dans la vie. De dirigeants qui font preuve d'une mauvaise foi et d'un cynisme étonnant. En Inde, le gouvernement de Narendra Modi a pris prétexte de la pandémie pour jeter l'opprobre sur les musulmans.
Au Royaume-Uni, Boris Johnson, bien qu'il ait contracté le virus et en ait guéri, a géré la crise avec une incompétence confondante, en commençant par minimiser le danger, comme Trump, en déclenchant une réaction insuffisante et trop tardive, comme Trump, et en continuant à jouer la carte anti-immigration du Brexit, comme Trump. Alors que les médecins qui ont pris soin de lui à l'hôpital étaient des immigrés et que le service national de santé britannique dépend dans son ensemble de leur talent et de leur courage. Et dans l'Amérique de Trump, où il pouvait se produire n'importe quoi, dans ce pays où il n'y avait pas de limite à l'indécence, de sorte que ses partisans et lui pouvaient tomber aussi bas qu'ils voulaient, il y avait toujours pour eux un cran au-dessous. Au Trumpistan, le virus, comme tout le reste, devenait un enjeu politique, était minimisé, qualifié de mauvais tour des démocrates. La science était tournée en dérision. La riposte lamentable du gouvernement à la pandémie était obscurcie par un blizzard de mensonges. Ceux qui portaient un masque se faisaient insulter par ceux qui portaient une casquette rouge. Et la montagne des morts ne cessait de grandir sans un mot de condoléance du charlatan imbu de lui-même qui prétendait, au mépris de toute évidence, qu'il rendait sa grandeur à l'Amérique. Il ne sera pas facile de réparer les dégâts commis par ces gens-là au cours de cette période. Les dommages de ces années-là sur le plan social, culturel et politique, l'accroissement des fractures déjà profondes au sein de la société dans bien des régions du monde, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde, prendront du temps. On pourrait dire sans exagérer que, observant la situation par-delà ces gouffres, nous nous sommes mis à haïr l'autre. Cette haine a été encouragée par les cyniques qui nous gouvernent et son bouillonnement se répand pratiquement chaque jour sous différentes formes. Il est difficile de voir comment ce fossé pourra être comblé et comment l'amour pourra trouver une solution. J'ai été surpris au début du confinement du nombre de gens qui m'ont dit, évidemment après la fatwa iranienne contre les versets sataniques, le confinement n'a plus de secret pour vous, la situation actuelle doit vous être familière. Je n'ai pas voulu argumenter si les gens n'étaient pas capables de voir qu'une menace de mort lancée contre un individu par un gouvernement étranger pour des raisons religieuses n'était pas la même chose qu'une pandémie. De la même façon, par exemple, qu'une pierre lancée à la tête d'un homme sur la place d'un village n'est pas la même chose qu'une avalanche mortelle de rochers qui dégringole sur ce village et le détruit. Alors je ne pouvais probablement rien pour eux.
D'autres m'ont dit « Ça doit être une occasion formidable pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester chez vous et écrire des romans. » Et là encore, je me suis abstenu de discuter parce que ma réponse aurait été trop sarcastique. Non, sur ce point, vous avez, comment dirais-je, tellement raison. Il y a déjà plus de 110 000 morts rien qu'aux États-Unis, mais mon Dieu, quelle merveilleuse époque pour écrire des romans! En vérité, j'avais du mal à écrire. Je commençais quelque chose et après avoir rédigé une centaine de pages, je l'abandonnais comme une tentative stupide. Il m'a fallu des mois pour me lancer avec hésitation dans quelque chose d'autre. Beaucoup, à qui j'en ai parlé, m'ont dit qu'ils avaient eu, eux aussi, beaucoup de mal à travailler. Le grondement du monde réel était assourdissant et ne laissait aucune place, aucun espace de calme où aurait pu se développer un monde imaginaire. Un monde imaginaire. Un monde imaginaire. C'est fini. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Déjà que j'ai tellement de mal à prendre la parole. Écoutez, merci, j'ai qu'un mot à vous dire. Merci pour ce grand moment vraiment magique et si bouleversant que vous venez nous offrir. Il y a longtemps que je vous attendais, mais vraiment, vous savez, heureusement que j'ai été têtue. Et vous avoir là ici, tous les deux, c'est merveilleux. Et j'espère, je fais ce vœu le plus cher, que l'année prochaine, Salman soit ici et que vous soyez à ses côtés. Vraiment. Merci beaucoup. C'était magnifique. Je ne vais pas prendre la parole longtemps. Vous savez que la clôture de la fête du livre est toujours un moment difficile pour moi, pour nous. Je suis déjà dans la nostalgie. Mais je voulais vous dire, cette année, comme toutes les années, peut-être encore davantage, nous sommes très riches, très forts de vos voix ardentes que nous avons entendues, toutes vos voix. Isabella, Figueiredo,
Francesca Melandri, Maria Stepanova, Anne Alvaro, qui est là, vraiment. Gérard Medal, sans qui, je l'ai dit, on ne ferait pas de fête du livre. Et avoir retrouvé Sandy Pré et Lalita était un grand bonheur pour moi, pour nous tous. Merci à Charles Desson de l'avoir accompagné, de les avoir accompagnés, à Sabine Putorti qui n'est pas là, mais que je remercie infiniment pour sa programmation. Et j'oublie à toute l'équipe magnifique, et aux traductrices que je voudrais reféliciter, Karina Barros et Gaëlle Benacchio, vraiment, c'était en plus très sympathique compagnie. Voilà. Mes filles me disent. Comment? Ah oui, l'expo, mais oui. Mais l'exposition, je suis dans la fête, là, tellement dans la fête. L'exposition est aussi un grand moment pour nous. Voilà, écoutez, je vous dis merci. Voilà, c'est tout. Au revoir. Merci Albert, à toute l'équipe des Écritures croisées. Pardon? Ah, Anna Chigula, oui, mais elle n'était pas sûre. Et Anna Chigula, qui est venue, oui, qui nous a fait la surprise. Voilà, c'est bien de m'aider, c'est bien. Voilà, mais cette lecture était tellement... Voilà, et j'espère que Salman va pouvoir l'écouter en tout cas. Au revoir, au revoir, au revoir. Ah oui, Isabella, ne bougez pas.